Et coucou! On se retrouve aujourd'hui pour mon premier point lecture sur YouTube avec celui du mois d'août. Ça fait un moment que je voulais vous faire ce genre de vidéo, mais j'avoue qu'avec tous les projets que j'ai mis en place sur ma chaîne, ça m'est un petit peu sorti de la tête. Mais j'ai pris la résolution de vraiment être régulière et à l'heure dans mes points lecture. Donc maintenant, chaque mois, vous aurez le point lecture du mois précédent. Ce sera un peu comme les vidéos book haul en fait. Ce sera vraiment un rendez-vous tous les mois. J'espère que vous aimerez autant les regarder que moi de les tourner. N'hésitez pas dès maintenant à me dire en commentaire combien de livres vous avez lus durant le mois d'août. Il y a quand même pas mal de livres à vous présenter puisque j'ai un rythme de lecture assez conséquent. Donc je vais essayer de vous résumer les romans à chaque fois sans vous spoiler et également sans trop rentrer dans les détails. Sinon, la vidéo risquerait de durer 2 heures et ce n'est vraiment pas le but. Pour le mois d'août, j'avoue que j'ai lu beaucoup moins que ce que je pensais. J'ai eu pendant une semaine mon meilleur ami qui a dormi à la maison pour mon anniversaire et on est sortis à gauche à droite puisqu'on était tous les deux en vacances. Donc déjà, pendant une semaine entière, je n'ai pas ouvert un livre. Après, il y a quelques webtoons, donc j'avoue que les webtoons, je les dévore, donc je les lis vraiment très vite. Donc pour moi, c'est pas des romans à proprement parler. Et j'ai également découvert Nextory, donc j'ai pu écouter pas mal de romans à mon travail, puisque je travaille en grande distribution et le matin, avant l'ouverture, nous avons le droit d'avoir des écouteurs pour écouter la musique ou des romans pour ma part. Et j'avoue que ça m'a permis de bien avancer dans plusieurs partenariats. Pour la plupart, les chroniques sont déjà disponibles sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir, il s'agit d'Émilie des livres. Et celles qui ne sont pas encore publiées sont programmées, donc ça va venir dans les quelques jours qui viennent. D'ailleurs, j'ai aussi créé un nouveau feed Instagram, donc j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait beaucoup plus authentique et qu'il me ressemble d'autant plus. Bon, cette introduction dure 3 plombes, on va parler lecture. Dans les romans que j'ai pu écouter en audio, je vous présente le tome 2 et 3 de la saga Vampiria de Victor Dixon. Donc là, c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse que je remercie grandement pour l'envoi de ces 2 tomes. D'ailleurs, j'ai également écouté le tome 4, mais je ne l'ai pas en format physique, il est prévu que je me l'achète. Comme c'est une suite de sagas, je ne vais pas pouvoir vous résumer individuellement chaque tome pour éviter les spoils. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais pris le tome 1, donc je reviens tout de suite avec le tome 3. En 1715, le roi Soleil a été transmuté en vampire et depuis cette année, les vampires règnent sur le monde. Nous sommes donc à la cour de Versailles où les nobles sont en réalité des vampires qui règnent sur la race humaine puisque les humains ont plusieurs conditions à respecter pour leur survie, notamment de devoir donner quantité de leur sang pour pouvoir nourrir les vampires tout simplement. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saga, c'est que Victor Dixon a fait d'énormes recherches sur l'histoire et on a vraiment beaucoup de vocabulaire de la cour et j'adore moi tout ce qui est intrigue à la cour, tout ça, j'adore les vampires, donc le mélange des deux, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Nous allons suivre Jeanne Frodelac dans le premier tome qui a perdu toute sa famille, qui a été assassinée par les vampires. Elle va donc décider de venger sa famille et d'intégrer la cour. Tout le monde à la cour ne rêve que d'une chose, c'est de se faire bien voir auprès du roi pour pouvoir devenir un jour un vampire. Jeanne Frodelac, elle ne veut pas, les vampires la dégoûtent, elle veut juste sa vengeance. Et petit à petit, elle va apprendre que sa famille faisait partie de la Fronde. Et la Fronde est un groupe de rebelles qui veut abolir le contrôle et le pouvoir des vampires. Pour ce faire, elle va avoir une opportunité, elle va se faire passer pour une noble et elle va devoir jouer constamment entre plusieurs identités, entre son identité de Jeanne Frodelac, l'identité de la noble à qui elle a pris la vie, ainsi que l'identité, mais également avec une frondeuse, parce que même si elle est en plein cœur de la cour, elle va pouvoir petit à petit regrouper des personnes pour la fronde. J'avais eu un petit peu de mal avec le premier tome dans le sens où je n'avais pas du tout aimé Jeanne et j'avais hésité à continuer la saga parce que vraiment le personnage principal, ça ne l'avait pas fait. Dans le premier tome, elle est vraiment pour la vengeance, elle n'hésite pas à trahir tous ses amis pour une vengeance, donc j'ai trouvé vraiment le personnage très froid et pas du tout attachant. Et au final, dans ces 2 tomes et également le 4e que j'ai écouté en audio, Jeanne va connaître une grande évolution et j'ai vraiment apprécié ce personnage. Dans le tome 2 et 3, je dirais que ça part également sur une fantaisie maritime puisque Jeanne Frodelac va voyager à bord d'un navire et elle va faire plusieurs rencontres. Donc il y a vraiment pour moi plusieurs genres de mélangés
entre la cour, tout ce qui est vampire, mais également fantasy maritime. En plus, sur Nick Story, lorsqu'on écoute cette saga, il y a des scènes en musique, tout ça, c'était vraiment super plaisant. Je suis vraiment très fan de la plume de Victor Dixon et j'ai très hâte de commencer Phobos, que j'ai du même auteur. Je ne peux que vous recommander cette trilogie, enfin cette saga puisqu'il y a un 4e tome. Si vous aimez tout ce qui est à la cour et vampire, franchement c'était une chouette découverte. Donc ces 2 chroniques-là, je ne les ai pas encore publiées sur mon Instagram, mais j'ai mis 5 sur 5 aux 2. Ce n'était pas des coups de cœur, mais c'était vraiment de très bonnes lectures qui ont frôlé le coup de cœur. Il s'agit de Under the Oak Tree, donc sous le vieux chêne, publié chez K-Books. C'est un webtoon collector que je trouve juste magnifique. L'objet livre est incroyable et les dessins à l'intérieur également. Ici, nous allons suivre cette jeune femme qui est bègue et qui a été depuis toujours rejetée et humiliée par son père, qui ne cessait de lui répéter que pour une noble, c'est une honte d'avoir ce handicap et que jamais elle ne trouverait de mari. Sauf qu'il y a un mariage arrangé avec ce charmant jeune homme. Sauf qu'après leur nuit de noces, ce charmant jeune homme Riftan est appelé au front. Il part donc à la guerre. Et nous avons donc Maximilienne, qui est cette jeune femme totalement effacée, totalement détruite par son père, qui ne connaît pas son époux et qui doute énormément d'elle-même. En effet, elle se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'il l'aime, vu que c'est un mariage arrangé, comment est-ce qu'il peut aimer une femme comme elle, avec un handicap, tout ça. C'est vraiment une femme qui se descend énormément. Et en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que Riftan est très mystérieux, mais on comprend également qu'il est amoureux d'elle. Et en fait, ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est que les questions que se pose Maximilienne, ce sont des questions que je me posais au quotidien dans ma précédente relation. C'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup émue, qui a été totalement rabaissée, tout ça, qu'elle a aucune confiance en elle alors qu'elle est juste magnifique. Et le fait qu'elle bégaye, bah en fait les gens n'y font pas attention, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc c'est vraiment un manga qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a des petites scènes smut dans ce webtoon. Et en plus, comme les planches sont vraiment incroyablement belles, et bien c'était avec plaisir que je les ai dégustées. J'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. J'espère qu'elle sera également en collector parce que j'avoue que je flex d'avoir ce joli roman dans ma bibliothèque. Pour moi, donc ça a été un coup de cœur. Ma chronique est déjà disponible et je ne peux que vous recommander ce webtoon qui est aussi magnifique à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait, je suis en train de me dire, je pensais ne pas avoir beaucoup lu durant le mois d'août, mais en fait, il y a énormément de romans à vous présenter quand même. Je sais pas ça fait combien de temps que je tourne, mais là, j'en suis même pas à la moitié quand même. J'espère que vous êtes installés confortablement avec un petit thé ou un petit jus d'orange parce que là, on va parler encore pendant longtemps. En parlant de coup de cœur, je vous présente le tome 3 de Cendre et de Rose de Sophie Wagner. C'est le 3e et dernier tome de la saga Arilia. Je vous avais déjà parlé à de nombreuses reprises de cette saga avec les 2 premiers tomes qui ont été des coups de cœur. Et ce 3e tome est encore une fois un coup de cœur pour moi. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour tous les tomes de cette saga. Je vous l'ai déjà résumé énormément de fois sur cette chaîne. Donc je vais me permettre de ne pas rentrer énormément en détail dans cette saga. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous allons avoir une saga fantasy où se mêlent fae, complot, manigance et âme sœur. En effet, Arilia est une princesse fae qui s'est vue retirer sa famille par... J'ai toujours un doute avec le masculin dans toutes mes vidéos. Orin qui a détruit son royaume, qui a tué toute sa famille et qui s'est marié avec Arilia contre son gré. Il lui a également retiré ses pouvoirs, mais aussi l'espoir de survie. Il l'a vraiment réduite à moins que rien. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saga, c'est que l'autrice va dénoncer tout ce qui est violence et viols conjugaux, mais également les conséquences que ça peut avoir sur la victime. Donc ici, on n'a pas seulement une saga de fantasy intense et incroyable. On a vraiment un gros parti pris de la part de l'autrice, puisque dans les 3 tomes, nous allons suivre Arilia qui essaye petit à petit de se reconstruire. C'est compliqué pour elle parce qu'elle a été violentée, elle a été abusée de son mari qui lui a fait perdre toute confiance en elle. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'elle ne va pas devenir badass du jour au lendemain. Elle va devoir se reconstruire, elle va devoir s'aimer, apprendre à aimer les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment très réaliste. En plus, la plume de Sophie est vraiment touchante et fluide, ce qui fait que j'ai dévoré cette saga en un rien de temps. On a constamment des rebondissements, des complots, tout ça. On déteste Orin et on veut absolument sa mort. Et d'ailleurs, il y a des morts très touchantes dans cette saga. Genre, Sophie, tu m'as brisé le cœur avec la mort d'un personnage en particulier. Je ne peux que vous recommander cette saga qui a été un immense coup de cœur. De plus, Sophie Wagner est une personne incroyablement gentille et une autrice auto-éditée, donc n'hésitez vraiment pas à aller la soutenir.
je vous fais gagner très bientôt sur mon Instagram la trilogie version brochée, puisque l'autrice a participé à une campagne Ulule et je me suis pris les 3 tomes version collector. Je suis très contente de pouvoir vous faire gagner cette trilogie pour pouvoir la faire voyager et la faire découvrir à d'autres lecteurs, puisque je trouve que vraiment elle vaut largement le détour et que Sophie Wagner n'a pas assez de visibilité par rapport à ce chef-d'œuvre qu'elle nous a écrit. C'est vraiment une trilogie qui était incroyable de A à Z et franchement, je pense que c'est ma meilleure découverte de cette année. Je vous présente ensuite Cold Case Academy, le tome 1 publié chez Pocket Jeunesse et écrit par Jennifer Lynn Barnes. Vous avez déjà entendu parler de cette autrice puisque c'est celle qui a écrit The Inheritance Game. Pour ma part, j'ai abandonné le premier tome, j'ai dû abandonner à 50% également. Je n'arrivais pas à m'attacher au personnage et à rentrer dans l'histoire. Je pense que c'est parce que comme il y a eu une énorme hype autour de cette saga, je l'ai lu trop tôt, puisque tout le monde le vendait comme la saga révélation de l'année. Je pense que j'avais trop d'attentes pour la saga et je pense que je vais pouvoir lui redonner une chance là en cette fin d'année, maintenant que la hype est un petit peu passée. Puisque cette lecture a été une très chouette lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était quand même un 5 sur 5 et je suis très contente d'avoir découvert la plume de Jennifer Lynn Barnes. Par contre, il est très court. D'un côté, c'est très bien comme ça, il se lit vraiment rapidement. Mais d'un côté, j'en voulais plus, moi. Je voulais davantage de pages. Ici, nous allons suivre une académie de jeunes qui ne sont pas comme les autres. En effet, ils ont des facultés incroyables et ils ont été recrutés par le FBI pour traquer et arrêter les tueurs en série. Ouais, rien que ça. Et nous allons avoir donc Cassie, 17 ans, qui est vraiment très douée pour analyser les gens, puisque c'est une, je sais plus c'est quoi le mot, si c'est mentaliste, mais vous savez, les personnes qui peuvent vraiment tout analyser chez d'autres personnes, qui savent juste en les voyant, genre s'ils sont mariés ou pas. Et le FBI va donc la recruter, elle va rejoindre l'académie où d'autres jeunes sont présents. Il y en a une, c'est une détectrice de mensonges, personne ne peut lui mentir. Il y en a une, c'est une folle des chiffres, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une mémoire incroyable et elle peut vous sortir tous les chiffres du monde en 2-2. Il va également y avoir un autre mentaliste, il va y avoir une personne qui sait détecter les émotions, je crois. Enfin, ils ont quand même plusieurs dons qui, pour moi, révèlent plutôt de pouvoirs surnaturels. Je sais pas si ça peut être réaliste ou pas. Vous voyez, ici, c'est décrit plutôt comme des dons, mais je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est supernaturel ou pas. N'hésitez pas, si vous avez lu ce premier tome, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que je trouve pas ça très réaliste, mais c'est vrai que ça peut exister dans la vraie vie. Mais c'est quand même tout de même super impressionnant. Et ils vont donc traquer un tueur en série tous ensemble, sauf que l'étau va de plus en plus se renfermer sur Cassie, puisqu'on va comprendre très rapidement quelle est la cible de ce tueur en série. En effet, son passé est lié à ce tueur puisque la mère de Cassie a été brutalement assassinée lorsqu'elle était plus jeune. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture que j'ai trouvée captivante. Le fait également d'avoir ces jeunes qui ont d'énormes facultés, c'était vraiment incroyable. Ça m'a rappelé un mélange de 2 séries que j'avais déjà regardées, donc Mentaliste justement, et l'autre je sais plus comment ça s'appelle, mais pour moi en fait c'est vraiment dans cette vibes-là que ce roman est écrit. Cependant, le point négatif pour moi, c'est que quand on regarde sur quoi est basée l'intrigue, en fait, c'est pas du tout réaliste. À quel moment le FBI va recruter des jeunes mineurs pour traquer et arrêter le tueur en série? Cet aspect n'est pas du tout crédible. Mais si on passe au-dessus de cette intrigue, où on peut se poser des questions sur la crédibilité, en fait, si on prend ce roman comme il vient et sans trop creuser, c'était vraiment incroyable. Et la fin, il me faut la suite. Il me faut la suite et j'ai vraiment très hâte de la lire. J'ai également une autre saga de cette autrice que j'ai reçue durant le mois d'août que je n'ai pas encore commencé. Il s'agit de The Grandest Game. J'ai les 2 premiers tomes et je pense les lire directement après cette vidéo. Donc je vous les présenterai dans le prochain point lecture qui sera celui de septembre. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice et je pense également laisser une chance à Inheritance Game. Par contre, je tiens à vous préciser qu'ici il y a un triangle amoureux. Je sais que la saga principale de l'autrice a été beaucoup critiquée à cause de triangles amoureux justement. Eh bien, sachez qu'elle réitère l'expérience dans cette saga puisque nous avons un triangle amoureux encore une fois. Pour ma part, ça ne m'a pas dérangé puisque je trouve qu'il n'est pas surfait. Il est quand même assez réaliste en fait. Et surtout, l'intrigue ne se base pas que sur ce triangle amoureux. Alors certes, il y a un triangle amoureux, mais je trouve qu'il est quand même assez effacé par rapport au reste de l'intrigue.
Mais j'ai très hâte de voir ce que ça nous propose. Mais j'ai quand même très hâte de voir ce qu'il devient dans le deuxième tome. Pour ma part, j'ai pas de préférence entre les deux hommes, donc je me dis que je serai pas déçue. J'arrive pas du tout à les départager. En tout cas, très bonne lecture et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Toujours chez Pocket Jeunesse, j'en ai lu beaucoup, dis donc, des Pocket Jeunesse ce mois-ci. Je vous présente The Heartless Hunter, Rebel Witch, le deuxième tome de Kristen Ciccarelli. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, mais croyez-moi que ce deuxième l'a totalement surpassé. Donc pour vous dire déjà les tropes, on est dans un univers avec sorcières et chasseurs de sorcières, puisque dans le premier tome, nous allons suivre Rune, qui le jour se fait passer pour une femme de la société totalement bête, totalement niaise, alors que la nuit, elle devient le Sphinx Rouge, c'est-à-dire une sorcière redoutable qui œuvre pour sauver ses sœurs et qui d'ailleurs ne s'est jamais fait attraper. Donc elle a clairement une double identité. Et d'un autre côté, nous allons avoir Gideon qui est le général ou le commandant de la garde écarlate. C'est vraiment un chasseur de sorcières aguerri qui traque sans cesse le Sphinx. Et bien évidemment, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez Rune et il va découvrir la double identité de Rune. Et il va vraiment y avoir dans le premier tome énormément de rebondissements. On s'attend à un ennemi Stoolover puisque Rune va approcher Gideon pour s'en servir. Et pourtant, la fin n'est pas du tout celle qu'on attendait. En effet, habituellement, dans les ennemis Stoolovers, eh bien, ils finissent lovers. Alors que non, dans le premier tome, il y a vraiment un rebondissement qu'on ne voit pas venir. Donc je trouve vraiment que cette saga change de ce que l'on voit habituellement. Parce que c'est vrai qu'étant une grande fan de fantasy, des romans où on suit des sorcières et chasseurs de sorcières, j'en ai énormément lu. Et pourtant, celle-ci sort totalement de l'ordinaire. Et c'est pour ça que je ne peux que vous la recommander. Je peux pas vous résumer du coup le deuxième tome parce que ça spoil énormément d'éléments du premier tome puisque c'est vraiment la suite. Mais croyez-moi que ce deuxième tome, Gideon. Non, franchement, j'ai tout adoré. La plume est toujours aussi fluide, toujours aussi addictive. Il y a énormément de rebondissements. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour Rune et Gideon. Et vraiment, il y a énormément de questions que les personnages se posent. Il y a beaucoup de non-dits, tout ça, puisque c'est un ennemi Stoolover. C'est un amour interdit. Ils n'ont pas le droit de s'aimer et tous les opposent. Et franchement, j'ai tout aimé dans ce deuxième tome parce qu'en fait, on découvre davantage sur nos deux protagonistes. Je pourrais vous en parler des heures, mais j'ai vraiment trop peur de spoiler. En tout cas, je ne peux que vous recommander cette saga parce que franchement, elle est incroyable. Je vous présente ensuite 13 saison 3 de Julia McFolaghan. C'est le troisième et dernier tome d'une saga que j'ai vraiment aimé plus que tout. Pareil, je vous ai déjà énormément présenté cette saga sur ma chaîne ainsi que sur Instagram. Il s'agit d'une télé-réalité surnaturelle où plusieurs espèces de surnaturels vont devoir survivre sur une île déserte. Et bien sûr, ça va créer pas mal de tensions puisque nous avons vampires, sorciers, sorcières, un gobelin et les loups-garous et le jeu est organisé par les fées. Bien évidemment, vous vous doutez bien que déjà loups-garous vampires ne peuvent pas se saquer et donc il va y avoir beaucoup de rebondissements sur cette île. De plus, on se rend compte qu'il y a une taupe dans cette équipe et qu'il y a également un gros ennemi en commun et ils vont devoir s'allier s'ils veulent un jour battre cet ennemi. Puisque les taux se renferment de plus en plus et le danger est bien plus que mortel. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé ici, c'est qu'on a de la romance, on a des morts. D'ailleurs, Julia, hyper sadique, les morts, c'est pas possible. On a beaucoup de suspense, de rebondissements. Le fait que ce soit une télé-réalité surnaturelle, on a également les commentaires du présentateur et franchement, ça nous met vraiment dans le jus, ça devient vraiment addictif. Pour vous dire, j'ai lu ce roman en à peine 2 heures tellement j'étais à fond dedans. Je suis très contente d'avoir terminé cette trilogie, mais à la fois très triste puisque j'ai adoré cet univers. Je vais y retourner. Je ne peux que vous recommander cette trilogie parce que vraiment l'autrice a un talent incroyable. En plus, c'est une autrice auto-éditée encore une fois, donc n'hésitez vraiment pas à aller la soutenir et découvrir cette saga. J'ai également eu un gros coup de cœur pour une autre de ces sagas qui est Megalpha, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo puisque je suis en train de lire le 4e tome. J'ai également lu toujours chez Pocket Jeunesse La Garde des Confins de Marie Réplin. C'est vrai que j'ai lu beaucoup de Pocket Jeunesse, mais j'avais vraiment pas mal de lectures en retard chez eux. Donc d'un côté, j'ai rattrapé mon retard et je suis trop contente. J'avais beaucoup aimé le premier tome malgré un début compliqué. J'avais abandonné à 3 reprises la lecture. Et pourtant, j'avais décidé de m'accrocher et d'y retourner avec l'esprit un peu plus
calme. Je peux pas vous dire que ça a été vraiment une incroyable lecture puisque le premier tome, je l'ai abandonné à plusieurs reprises, mais c'était quand même une bonne lecture et la fin m'a vraiment donné envie de lire la suite. Je pense qu'il y aurait pas eu cette fin, j'aurais jamais lu la suite puisque voilà, c'était un début compliqué, au final une bonne lecture et c'est vraiment la fin qui a relevé mon intérêt pour la saga. J'avais eu beaucoup de mal avec l'écriture de Marie Replin, un peu comme dans Affronter la nuit que je vous ai déjà présenté. Je saurais pas vous dire pourquoi, qu'est-ce qui m'a dérangé. J'ai du mal avec la plume de Marie Replin dans plusieurs de ses ouvrages, mais voilà, je sais pas ce qui bloque et j'ai remarqué qu'on était beaucoup dans ce cas-là. Je détestais Blake que je trouvais déplacé, irrespectueux et très macho. Je sais qu'on est dans un univers de pirates et que les pirates, bon, ils sont un peu machos sur les bords, mais là, Blake, en fait, je trouve qu'il était trop déplacé envers Cally, que vraiment, il ne faisait que les allusions par rapport au fait qu'elle veut finir dans son lit, tout ça. Et c'était quand même vachement lourd, mais j'ai décidé de continuer la saga puisque la fin, incroyable. Vraiment, on est dans une saga de fantasy maritime au plein cœur de pirates. Et dans le deuxième tome, nous allons retrouver Cally et Blake à la suite des événements du premier tome, vraiment dans la continuité. Et Cally va donc devoir se battre contre les ombres qui ont pris possession de son corps. Et en plus de se battre contre les ombres, ils vont dans ce deuxième tome trouver enfin les confins, sauf qu'ils vont devoir survivre à énormément d'épreuves mortelles. Et en plus, Cally va se rendre compte que la magie va la consumer peu à peu. Il y a donc un énorme compte à rebours au-dessus de leur tête, également une pression constante. Il va y avoir énormément de morts dans l'équipage et vraiment, ça a été un tome pour moi qui a joué avec mon cœur. On a 2 morts à l'intérieur. Marie, faut nous expliquer. C'était mes personnages préférés. Je suis très triste. Je peux pas vous dire qui pour pas vous spoiler, mais Marie, c'est pas bien. Ce tome m'a donc fait passer par énormément d'émotions et vraiment on s'inquiète tout au long pour nos personnages, pour Cally également. Et j'ai apprécié Blake dans ce deuxième tome. Je trouve qu'ici, il s'est calmé dans les remarques salaces, tout ça, et que nous découvrons un Blake petit à petit qui est très amoureux de sa Cally et qui est prêt à tout pour elle. J'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution de la relation de ces deux personnages qui sont prêts à tout pour leur partenaire et franchement, j'ai adoré ce deuxième tome. Ça a été pour moi un coup de cœur. Comme quoi, vous voyez, le premier tome aurait pu être un abandon et pourtant j'ai adoré ce deuxième tome. Et je trouve qu'ici, j'ai eu beaucoup moins de mal avec la plume de Marie Replin. Il y a également eu beaucoup de rebondissements. Le seul petit point négatif, c'est la fin, puisque si vous voulez, nous allons avoir une série d'épreuves pour arriver à l'épreuve ultime. Sauf qu'en fait, Cally va résoudre le mystère, enfin, elle va battre l'ennemi de façon très très simple, alors que c'est un ennemi que de base t'es pas censé battre, un ennemi immortel et intouchable. Beaucoup de personnes ont essayé avant elle, vraiment des milliers de personnes, et elle, du haut, c'est 17 ans, je crois qu'elle a. En tout cas, elle est très très jeune. Elle arrive, hop là, en 3 pages, c'est bâclé. Et j'ai trouvé ça trop simple, vous voyez. Après, c'est vraiment un petit point négatif parce que ça n'a pas empêché que ce soit une agréable lecture. Mais c'est vrai que cette fin était un peu trop simple. Je me suis également fait une relecture de Arcania de Luca Bertolani. L'auteur m'a envoyé ce roman en service presse et je sais que vous le connaissez puisque j'avais déjà reçu il y a maintenant 1 an, je crois, le même tome, le tome 1. C'est juste que l'auteur a refait en fait la couverture et a également refait un travail sur l'intrigue et les personnages. En effet, il est juste revenu sur quelques traits de caractère du premier tome. Il n'y a pas énormément d'éléments qui changent. C'est juste que les personnages font un peu plus leur âge que dans le premier tome, on va dire. Ici, nous avons donc une dystopie fantasy avec plusieurs références à Hunger Games et à Harry Potter. Ça vend du rêve, n'est-ce pas? Puisque nous allons avoir Lucas qui va se retrouver enlevé avec 128 autres personnes, je crois. Et ils vont devoir très vite s'affronter en combat à mort et comprendre qu'il n'y aura qu'un survivant à tout ça. Évidemment, qui dit combat à mort, dit suspense, dit également trahison, puisqu'il va se faire des amis. Lucas va également tout faire pour pouvoir s'échapper et comprendre qui se cache derrière ces enlèvements. Ils vont presque réussir en plus, mais comme le résumé vous le dit, il n'y aura qu'un seul survivant. Et même si on nous le dit, mon petit cœur, il s'est brisé parce qu'il y a des personnages à qui j'étais vraiment très attachée, Lucas. Et en fait, on va se rendre compte que si ces personnes ont été enlevées et sont forcées de se combattre à mort, c'est pas pour rien, il y a quelque chose qui se cache derrière ça et c'est pour ça qu'il y a une référence à Harry Potter. Ici, vous le voyez sans doute, il y a des animaux et
j'ai pas envie de vous dire pourquoi, parce que moi j'ai été totalement surprise que le roman parte dans ce genre de direction, donc j'ai pas envie de vous spoiler, mais je ne peux que vous recommander cette dystopie. Les 2 premiers tomes sont sortis, le 3e est en cours d'écriture. Les 2 ont été pour moi des coups de cœur avec des fins machiavéliques, une plume addictive et fluide et surtout des révélations, des complots tout au long. Et le fait que ce soit une dystopie fantasy était vraiment incroyable. Et je veux la suite au plus vite parce que là, il y a trop de suspense à la fin du 2e tome. On passe ensuite au webtoon et j'ai également lu une BD durant ce mois d'août. Il s'agit de True Beauty tome 6 publié chez K-Books. J'ai un énorme coup de cœur pour cette saga de webtoon. Pour vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, je me suis mangé la série Netflix en entier en 3 jours. Je me suis couchée à 3h du matin hier soir pour terminer 2 ou 3 épisodes. Je m'étais dit, bon, c'est le dernier, j'en ai regardé 3 de plus, donc pour vous dire à quel point je suis accro. Et c'est pareil pour les webtoons, j'ai vraiment une addiction pour cette série que je trouve incroyable. Nous allons donc avoir, par contre j'ai toujours un nom dans les prénoms, Joo Ka-young. Enfin, nous allons avoir cette jeune fille qui a été harcelée et humiliée lorsqu'elle était plus jeune, puisqu'elle est décrite comme moche aux yeux de la société. Et lorsqu'elle va rentrer au lycée, elle va prendre une décision radicale, celle de se maquiller. Et à ses yeux, on dirait 2 personnes totalement différentes. Et elle va avoir 2 prétendants qui vont lui tourner autour. Nous allons avoir d'un côté le bad boy et d'un côté le gentil boy, si je peux dire. Je peux pas vous résumer le tome 6 puisqu'en fait, c'est le 6e tome et je spoilerai trop d'éléments. Mais dites-vous que c'est vraiment addictif et incroyable. Les personnages sont extrêmement attachants. Et il y a également toute cette critique par rapport au maquillage dans la société. Parce que les 2 hommes qui la suivent sont tous les 2 très amoureux d'elle, que ce soit avec maquillage ou non. D'ailleurs, les 2 hommes sont meilleurs amis, donc c'est un peu compliqué à gérer puisqu'elle sort avec l'un d'eux, mais l'autre ne se résout pas. Il l'aime vraiment profondément. Ça crée d'ailleurs beaucoup de quiproquos, il y a constamment des rebondissements, des sentiments qui se mêlent et c'était vraiment incroyablement addictif. Personnellement, j'ai une préférence pour le bad boy qui est ce monsieur. Je ne peux pas vous dire avec qui elle va finir puisque ce serait un spoil, mais dites-vous que là, on est au 6e tome et c'est toujours incroyablement addictif. Ce ne sont que des coups de cœur pour l'instant. Et bien évidemment, je vous recommande sans hésiter la série Netflix où je suis également devenue accro. J'ai ensuite lu Sang et Papillons, le tome 1 publié chez Rémine. Vous ne connaissez pas du tout cette maison d'édition. Ici, nous allons avoir ce jeune homme qui ressemble beaucoup à Levi dans l'Attaque des Titans. Et depuis petit, sa sœur lui répète qu'il ne doit absolument pas saigner, qu'il est différent des autres, etc. Sauf que va arriver ce qui arriva, il va saigner. Et il va se rendre compte qu'il devient une personne totalement violente, totalement différente de ce qu'il est quand il ne saigne pas. Il va donc être envoyé de plusieurs écoles, il va y avoir énormément de bruit autour de cet élève. Et un jour, il va être témoin d'une scène qui va le changer à jamais, puisqu'il y a en fait des insectes géants qui viennent sur Terre pour tuer tout le monde. Et il va se faire sauver la vie par une jeune femme qui combat merveilleusement bien et qui a l'air d'avoir des pouvoirs. Cette jeune femme va détecter en lui qu'il y a quelque chose qui cloche puisqu'il saigne et en fait il devient clairement quelqu'un d'autre. Et en fait il va être envoyé dans une sorte de laboratoire et il va comprendre qu'il n'est pas le seul, qu'en fait il fait partie d'une sorte de secte de super-héros, si je peux dire, et qu'il est spécial, qu'il a des pouvoirs et qu'il a été donc destiné à éradiquer ces insectes. Il se rend également compte que sa sœur lui a menti sur énormément de choses. Nous allons donc suivre ce jeune homme qui découvre son identité ainsi que ses pouvoirs, et en fait il est un peu mal vu puisque les personnes qui ont ces pouvoirs sont depuis petit entraînés à combattre alors que lui il ignorait totalement son identité. Et il va donc devoir rattraper tout le retard qu'il a en un temps record puisque les attaques s'enchaînent. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Je me suis acheté le second que j'ai très hâte de commencer. J'ai trouvé également les planches vraiment sublimes et j'ai très hâte de voir où ça nous emmène puisque les bases sont posées dans ce premier tome et la suite a vraiment l'air incroyable. Je vous présente ensuite L'Impérieux Destin du Docteur Elise, le tome 1. Je l'avais trouvé sur Vinted et je l'ai trouvé vraiment magnifique et franchement je trouve que c'est l'un des plus beaux webtoons de chez Cotoon. J'ai trouvé vraiment tout de magnifique dans les planches. Je vais essayer de vous en trouver quelques-unes, mais regardez-moi ça.
Je trouve qu'il change de ce que l'on voit habituellement et j'ai vraiment trouvé ça très joli. C'est un webtoon de réincarnation où nous allons suivre cette jeune femme qui était une impératrice tyrannique qui se retrouve dans le corps d'une femme qui va devenir une chirurgienne de renom. Elle a totalement donc changé de camp. Son but n'est plus de tuer tout le monde, mais de sauver des vies. Et un jour, elle se réveille et elle se rend compte qu'elle est de retour dans son premier corps, celui de l'impératrice tyrannique qu'elle était. Sauf que son ancienne vie, enfin sa nouvelle vie, enfin vous avez compris, sa vie de chirurgienne lui a ouvert les yeux. Elle ne veut plus faire le mal, elle veut sauver les gens. Et donc, elle va profiter de cette nouvelle opportunité dans ce corps d'impératrice pour essayer de rattraper les horreurs qu'elle a créées. Bien évidemment, elle sait ce qui va se passer. Lorsqu'elle a été chirurgienne, elle était de nos jours dans le corps donc de la santé et elle va pouvoir se servir de ses connaissances pour faire le bien à son autre époque puisque plusieurs maladies sont inconnues. Elle va donc pouvoir sauver des personnes et également pouvoir les soigner. Et d'ailleurs, ça va choquer tout le monde puisqu'elle passe de impératrice à une femme qui veut apprendre et pratiquer la médecine. Sauf qu'à l'époque, ce n'est pas très bien vu. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome qui pose encore une fois les bases et qui donne très envie de lire la suite. Je me suis perdue dans la beauté des planches. En fait, je trouve qu'il est beaucoup plus coloré que les autres tomes, si je peux dire. Et dans tous les autres webtoons que j'ai lus, je n'ai vu aucun personnage blond. Donc en fait, là, le fait d'avoir une blonde aux yeux bleus, ça détonne totalement avec ce que j'ai l'habitude de voir. Et je trouve vraiment les dessins magnifiques. Je ne me lasse pas de les regarder. Regardez-moi cette beauté. Je crois que c'est cette illustration-là que je vous ai mise sur Instagram parce que je la trouve vraiment incroyable et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Je sais que j'avais dit que je ne commençais pas de nouvelles séries de webtoons. Je suis vraiment totalement fan de ce premier tome et j'ai vraiment trop hâte de recevoir la suite que j'ai déjà commandée. Ça commence à être une montagne à côté de moi, j'ai peur que ça tombe. J'ai également lu Opération True Love, le tome 1 publié chez Siku de Michel Lafon. Pour ceux qui ont aimé True Beauty, je trouve que ce manga, ce webtoon est totalement dans la même vibes, on a à peu près le même genre de dessin. Je vais vous montrer un petit peu. Et ici aussi, nous avons une héroïne qui n'est pas destinée à aimer. En fait, elle va faire une découverte. C'est ce fameux téléphone qui va lui parler comme si c'était une personne comme vous et moi. Et ce téléphone va lui permettre de voir quelle quantité chaque individu va recevoir dans sa vie. Et elle se rend compte, sans surprise, que le sien est proche du néant. Elle va donc vouloir découvrir d'où vient ce téléphone, qui lui a donné, mais elle va également tout faire pour pouvoir briser cette malédiction, sachant qu'un jeune homme lui a clairement tapé dans l'œil, et je pense qu'elle lui a tapé dans l'œil aussi. En tout cas, c'est un premier tome que j'ai trouvé encore une fois très très beau. La fin donne vraiment envie de lire la suite. Et tout comme le webtoon précédent, j'ai commandé la suite que j'ai vraiment très très hâte de recevoir. En plus, je trouve vraiment les dessins et les hommes magnifiques. Je suis tombée amoureuse d'un des deux hommes. Il est incroyablement beau. Donc j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. Et je vous présente ensuite Killer Peter, publié chez Siku de Michel Lafon. En fait, oui, j'ai lu 3 sur 4 des mangas que ma meilleure amie m'a offert durant ce mois d'août. Je vous les ai présentés dans ma vidéo de la semaine dernière, je crois, c'était le book haul. Eh bien, je n'ai pas pu m'en empêcher, je les ai tous commencés. Ici, nous allons suivre Killer Peter, qui est un assassin, comme le titre l'indique. Il est un assassin de renom, puisqu'il a maintenant 60 ans. Et toute sa vie, ça a été l'assassin de l'association Gloire, je crois. C'est ça. Il a vraiment voué son existence à cette association et il a perfectionné ses méthodes de tueur. Sauf qu'à 60 ans, il a beaucoup de regrets puisqu'il se dit qu'en fait, il n'a rien vécu puisqu'il a tout donné à cette association. Et surtout, maintenant qu'il travaille dans une librairie, il va se faire attaquer par justement des membres de cette association qui ont décidé de l'éliminer parce qu'en fait, il est trop vieux. Lorsqu'il se voit mourir, il va se réincarner en lui, mais d'il y a 40 ans, puisqu'il va retrouver ses 20 ans. Il va donc pouvoir exercer sa vengeance contre cette association, mais même s'il retourne dans le passé, puisqu'il retrouve son corps de jeune, il ne va pas perdre ses réflexes et tout ce qu'il a appris au cours de ces années. Donc en fait, il va être vraiment un assassin redoutable puisqu'il a maintenant de l'expérience et il retrouve son énergie d'antan. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce webtoon, même s'il sort totalement de ce que je lis habituellement, puisqu'ici on est vraiment dans des dessins très sanglants, des dessins très assassins, alors que jusqu'ici j'avais lu des webtoons de réincarnation et d'amour à la cour, tout ça. Donc ça détonne totalement avec ce que je lis habituellement.
mais je me suis également commandé la suite. La fin donne vraiment totalement envie de découvrir le restant et j'ai vraiment super hâte de pouvoir continuer cette série de webtoons. Je sais pas si vous connaissiez ce webtoon parce que je l'ai pas vu passer du tout, mais si vous aimez tout ce qui est assassin, tout ça, je ne peux que vous le recommander. Je crois que je vous ai pas dit en fait les étoiles que j'ai mis à chaque fois. Décidément, dans cette vidéo, je parle trop, je suis totalement à l'ouest. En même temps, ça fait plus d'1 heure que je tourne, donc c'est vrai que j'oublie des éléments. Promis, je m'améliorerai pour les autres points lecture. J'essaierai vraiment de vous dire à chaque fois les étoiles, mais écoutez, au moment où je tourne cette vidéo, il fait 30 degrés chez moi. Ça fait 1 heure que je tourne, je me suis couchée à 3 heures et c'est mon premier point lecture, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Et pour finir, puisqu'on arrive à la fin, je vous présente La Rose écarlate, le tome 1 de Patricia Lifong, publié aux éditions Delcourt. C'est une BD. D'ailleurs, j'ai appris en postant ma chronique sur Instagram que l'autrice nous avait quitté l'année dernière, donc paix à son âme. Je tiens à préciser que c'est la première BD que je lis de ma vie, donc peut-être que ce que je vais vous dire, ça touche toutes les BD, mais je ne le savais pas. En fait, le gros point négatif, c'est que je l'ai trouvé trop court. Je crois que ça fait que 30 pages, si je me trompe pas. Ouais, on est à un peu moins de 40 pages. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très court et que du coup, l'intrigue n'avait pas le temps de se mettre en place. Après, encore une fois, comme c'est vraiment la première BD que je lis, peut-être que c'est moi qui n'y suis pas habituée, mais j'ai trouvé ça vraiment super dommage. Je sais pas le prix en magasin, mais franchement, pour 40 pages, ben, j'espère que c'est pas extrêmement cher. Après, je connais rien au prix des BD. Et franchement, la couverture m'a de suite attirée, donc j'ai vraiment eu envie de découvrir. Malgré le fait qu'elle soit quand même assez courte, ça a été une très bonne lecture et je lirai sans hésiter la suite. Puisqu'ici, nous allons avoir cette jeune femme qui va être témoin du meurtre assez brutal de son père et elle va tout faire pour se venger. Elle va rejoindre Paris où vit son oncle, il me semble. Non, son grand-père, autant pour moi. Et elle va donc devoir se faire aux manières de Paris. Elle va être invitée à un bal, etc. Et son grand-père va vouloir lui apprendre les bonnes manières puisqu'elle est assez rustre, puisqu'elle a vécu un peu dans la campagne, elle a du caractère, tout ça. Et elle s'en fout totalement des manières. Elle va se rendre compte qu'à Paris, il y a quelqu'un qui ressemble énormément à l'assassin de son père, sauf qu'elle ne comprend pas, puisque la première fois où elle l'a affronté, elle lui a fait une balafre, et là, quand elle va le revoir dans la vraie vie, il n'a pas de balafre. Je ne vous dirai pas l'identité de ce personnage, puisqu'on le découvre à la fin. Personnellement, j'avais très vite compris, mais ça n'a pas enlevé quand même ma hype de vouloir découvrir la suite. Le fait qu'on soit un peu à la cour avec Paris, un petit bal, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus, le fait qu'il y a une vengeance et ensuite une double identité, puisqu'elle va en fait se transformer la nuit pour pouvoir enquêter et traquer l'assassin de son père. Elle va en fait un peu à la Robin des Bois, vous voyez, avoir un petit costume. Elle va en fait avoir un costume de mousquetaire. Donc en fait, comme on le voit derrière, la journée, elle ressemble à une femme noble et la nuit à une guerrière, si je peux dire. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. C'est vrai que il y a beaucoup de points qui sont abordés. J'ai beaucoup de questions qui sont en suspens parce qu'en fait, on a plusieurs intrigues qui se révèlent petit à petit. Mais vu que c'est relativement court, c'est vraiment que des bases. Donc c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite pour voir en fait où vont nous mener toutes ces questions. Mais j'avoue que si tous les tomes font 40 pages, peut-être que je ne lirai pas entièrement la saga. Malgré le fait qu'il soit court, a été vraiment une très bonne lecture et je ne peux que vous la recommander. Je me suis rendu compte en publiant cette chronique sur Instagram que vous étiez beaucoup à l'avoir lu durant votre adolescence. C'est peut-être pour ça que je ne vois pas du tout passer cette BD parce que ça date un petit peu. Si vous l'avez lu quand vous étiez adolescent, ça fait un petit moment. Mais je suis quand même très contente de la découvrir. Vaut mieux tard que jamais. Et j'ai très hâte de vous présenter la suite pour voir si vous accordez toujours autant d'enthousiasme à cette saga. Parce que franchement, sous mon premier post, vous avez été nombreux à être vraiment très enthousiastes que je découvre cette BD. On est à la fin. J'ai jamais fait une vidéo aussi longue sur ma chaîne. Je n'ai aucune idée de combien ça fera avec le montage parce que j'ai quand même beaucoup bégayé. Mais je comprends pourquoi j'ai eu du mal à me mettre au point lecture. Et dites-vous en plus que c'est un petit mois. J'ai trouvé que je n'ai pas lu énormément. Mais je pense que je vais rester là parce que là, ça fait plus d'1 heure que je tourne. Je crève de chaud et j'ai très mal à la gorge. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus long que ce que je vous présente habituellement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils ou autres. Je suis preneuse ou si également vous aimez ce genre de format. De toute façon, si vous n'aimez pas, rassurez-vous, ce n'est qu'une fois par mois puisque ce sont des points lecture que je ferai au fur et à mesure. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie très grandement du visionnage. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Vite de l'eau parce que je crève de soif là.